Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre numéro de Prime Politique. Aujourd'hui, nous allons écumer quelques sujets majeurs de l'actualité sociopolitique, bien évidemment. Mon invité, c'est monsieur Lazare Honsa. Il est juriste et acteur politique, membre du collectif populaire Action Pacifique. Monsieur Honsa, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va, je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler de ces différents sujets. Il y a la question de la réglementation désormais en République du Bénin du secteur funéraire. Il y a aussi la question de cet opposant béninois décédé en détention. Quid du droit des personnes détenues? Et que dit la loi? Notre invité opinera sur la question. On parlera aussi des déclarations de M. Thibaut Ogou qui, après 38 mois de prison, est sorti et a fait certaines déclarations. Qu'en pense notre invité? Il nous en dira un mot. Et puis, si vous en avez convenance, on parlera de cette dernière déclaration du président de la transition au Burkina Faso qui a indexé le Bénin et la Côte d'Ivoire. Les analyses de notre invité nous intéressent. Alors, Monsieur Honsa, on va commencer par la réforme du secteur funéraire au Bénin, si vous le voulez bien. C'est un sujet assez triste, mais bon, qui nous concerne aussi. Permettez qu'on en parle. Patrice Talon a signé un décret qui réforme désormais le secteur funéraire dans notre pays. Allons-y au cas par cas. Désormais, l'inhumation ne doit pas excéder 30 jours après le décès, sauf dérogation du procureur de la République. Comment analysez-vous une telle décision? Alors, quand je suis les déclarations de M. Meda Koudibi, ouais, je me suis donc rendu compte que c'est un décret qui fait suite à un long plaidoyer ouais, de la part de son ONG, ouais, qui depuis 2014 avait pris l'initiative, donc avant même l'avènement de ce pouvoir. Et il est donc dit que c'est le fruit d'une action citoyenne et que ce décret ne vient que pour corroborer une demande populaire. Et en cela, nous ne pourrons que encourager, nous ne pouvons que être satisfaits, mais sans oublier qu'il y a forcément des difficultés. Il y aura forcément des difficultés. Il faut que nous nous préparons, il faut que le gouvernement et que le peuple se préparent à rentrer dans cette dynamique, en tout cas, ne serait-ce qu'une période de transition un peu pour aider les gens, parce que nous avons une culture très hostile à toutes ces mesures dont vous avez cité. Et il y a des pratiques rituelles qui datent de longtemps, qui se heurtent à ce type de rituel. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des citoyens qui vont même jusqu'à saisir la Cour constitutionnelle contre ce décret, en arguant de ce que ça pourrait remettre en cause les mœurs, ce qu'ils peuvent appeler les mœurs. Et donc, attendons de voir. Mais il faut dire que c'est une bonne décision en matière d'assainissement de la vie publique. Je crois que c'est une décision qui va discipliner un peu nos élans de fanfaronnade au cours des funérailles. L'on dépose celui qu'on n'a pas pu soigner à temps et que l'on recherche les moyens à la démesure afin de pouvoir lui rendre quel hommage, je ne sais. Et donc pour cela, je crois que les mesures sont bienvenues à mon avis. D'accord. Il y a l'aspect hygiène, justement évoqué, parce que à sa suite il y a un communiqué conjointement signé par le ministre de la Santé Benjamin Moupati et son collègue Garde des Sceaux en charge de la justice. Yvon Détiénou, ils ont parlé quand même de l'engorgement des morgues, voilà, et des conditions hygiéniques qui ne sont pas forcément respectées dans tous ces services-là. Et donc, il y a un délai de 30 jours qui est donné déjà pour désengorger les morgues. Et passé ce délai, eh bien, il y aura une inhumation collective. C'est ce qu'a précisé le communiqué. Votre avis? Je crois que le communiqué est un peu pressé. Je parie que ce communiqué va encore connaître d'autres communiqués. Il va falloir y aller avec fermeté, mais avec patience, avec méthode. Parce que je pense que le temps donné est trop court.
pour obtenir les résultats voulus. Mais ça permet de rentrer en discussion avec les populations, d'échanger et de voir à chaque moment qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut juste rentrer en discussion, créer un cadre d'échange entre les populations et le gouvernement pour faciliter la mise en œuvre de ce décret et que l'on ne soit pas, on ne se retrouve pas dans la méthode habituelle du gouvernement, la violence pour la violence. Je crois qu'il faut respecter aussi nos morts. On ne change pas une culture du jour au lendemain. Une culture, il faut prendre du temps pour l'adapter. Et ces pratiques sont d'ordre culturel pour nous. Il faut prendre le temps pour changer les habitudes des populations. Alors, M. Roussa, concernant la question de la réforme du secteur funéraire, vous le disiez tantôt en filigrane, on sait quand même qu'il y a des corps qui durent dans les morgues 1 an, 2 ans, voire une dizaine d'années. On attend le fils aîné qui est en France, en Italie, aux États-Unis. On veut faire quand même des funérailles grandioses parce qu'on a des personnalités invitées et tout. Est-ce que quelque part aussi, cela ne vient pas régler tout ça? Parce que vous le disiez tantôt en filigrane, on refuse de soigner la personne de son vivant et c'est à son décès qu'on prétend lui rendre hommage, le conduire ou la conduire à sa dernière demeure dans une certaine festivité, tout ce qui va avec. De toutes les façons, il y a un problème à régler. Et ce décret, on ne peut pas douter, va régler des problèmes. Mais il va falloir de la méthode dans sa mise en œuvre. C'est ce que j'insiste parce que vous avez évoqué quelques raisons qui justifient ce temps exagéré que passent les corps dans les morgues. Mais il y a d'autres raisons plus complexes, telles que des mésintelligences au sein de la famille. Et les mésintelligences sont de telle sorte qu'il n'y a pas ce garçon qui a le courage de dire que je vais procéder à l'enterrement. Comprenez? Il y a également les cas où c'est carrément un problème de finances, où l'on n'a pas les finances pour pouvoir même retirer le corps. Alors donc, je crois qu'au cas par cas, s'il faut une commission pour étudier tout ça et voir ce qu'il faut faire dans le respect, puisque vous savez, nous avons une culture qui a un très grand respect pour les morts. Vous savez, même dans la culture chrétienne, on respecte les morts. Et donc, je crois qu'il n'y a rien de mauvais que de respecter les morts. Je crois que le gouvernement doit tenir compte de ça, puisque la Constitution reconnaît ces valeurs culturelles que nous avons et encourage l'État à veiller à les protéger. Maintenant, s'il y a une valeur culturelle qui va contre le droit, qui va contre l'ordre public, il est évident que nous travaillons ensemble à créer une symbiose entre ces cultures, entre ces mœurs et l'ordre public. L'entrée des cimetières est désormais interdite aux enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas accompagnés. Qu'en pensez-vous? Je suis étonné puisque je me suis dit, mais donc ce n'était pas interdit. Si ce n'était pas interdit, alors on était dans une insécurité totale parce que on ne pouvait pas permettre que des enfants, des enfants ont à quoi faire dans un cimetière. Un cimetière, un enfant n'a rien à faire. Un enfant a besoin d'éducation, d'être suivi par ses parents et donc le lieu qu'il faut chercher un enfant, ce n'est pas les cimetières. Donc voilà, si ce n'était pas fait, heureux alors que les choses rentrent dans l'ordre. Un permis d'inhumer obligatoire désormais. Oui, ça crée un peu plus de sécurité. Si chacun enterre chez lui comme il entend, je crois que ça crée de la sécurité et ça contribue aussi à renforcer les preuves en matière pénale. Parce que vous savez, si on n'enterre plus sans autorisation et si quelqu'un enterrait sans autorisation, ça constitue désormais une infraction systématique et donc on n'aura plus, ça facilite la tâche aux enquêtes judiciaires, je pourrais dire. Et donc je crois que c'est une bonne mesure. D'accord. Alors, on évolue dans cette émission. On parle maintenant de la situation de ces opposants béninois là. Déjà un premier, Monsieur Latif Radi, qui est décédé en situation de détention. Alors déjà, vous êtes juriste. Dites-nous, qu'est-ce que disent nos tests ou nos lois si un détenu
tombe malade en détention. Que prévoit la loi? Alors, je vais être clair, sans vouloir aller en détail. Vous savez, les droits d'un être humain, l'inviolabilité de l'homme, je suis un peu ému parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable que des gens qui se sont retrouvés dans des combats politiques et puis à la suite, par la violence d'État, se sont retrouvés en prison, retrouvent aussi facilement la mort par la faute de l'État. Alors, celui qui est en prison, celui qui est en détention, a droit aux soins. Absolument. Et des séries de mesures sont prises par le Code de procédure pénale, autant par la Constitution que par les différentes règles, les différents instruments internationaux tels que la Charte africaine des droits de l'homme et toutes les conventions subséquentes pour protéger le détenu et lui assurer des soins conformément à sa volonté. Il est même précisé que il a la possibilité de faire le choix donc, de son docteur. Alors, il a été remarqué et nous voudrons à ce sujet interpeller le gouvernement que on ne pourra pas observer de silence sur ce dossier, simplement parce que il y a eu plusieurs alertes avant le décès de M. Radji. Il y a eu plusieurs alertes de la part de l'internaute Hugo Soupé notamment, qui appelait à ce que soin lui soit accordé et qu'il se pourrait qu'il est malade et qu'il n'a pas assez aux soins. Ces alertes existent encore sur les réseaux sociaux qui constituent des commencements de preuve de ce que nous pourrons appeler négligence, comment dire, on pourrait porter à croire qu'on a exprès fait cela, puisque si vous ne donnez pas de soins à quelqu'un qui est malade, ça veut dire que vous travaillez à sa mort. On me demande nous demandons si cela ne peut pas se ressembler à un assassinat, puisque la personne est malade, des alertes ont été faites et vous le mettez dans des conditions inacceptables. Si nous voyons les images qui ont circulé sur quelqu'un qui est à un niveau aussi élevé en matière de dégradation de santé, je crois qu'il y a lieu de dire qu'il y a carrément une sorte d'animosité qui a animé ceux qui ont conduit, ceux qui étaient en charge de sa protection. Vos mots ne sont pas si forts, M. Roussard. Vous parlez d'assassinat, vous parlez d'animosité, vous dites que la faute est à l'État. Vous êtes juriste, vous n'avez pas de preuves de ce que vous dites. Non, vous savez, nous avons des images. Nous avons des images. Nous avons eu des alertes de ce qu'il avait besoin de soins. Est-ce que des alertes sur des réseaux sociaux ont pour objectif d'attirer l'attention? Est-ce qu'il n'y a pas des couloirs dédiés pour atteindre les objectifs, pour passer une information? Non, on n'avait même pas besoin de couloirs, c'est que l'État a la responsabilité de s'occuper de ça, puisque à partir du moment où la personne est en prison, la personne est sous la responsabilité de l'État, entièrement. Il ne bouge que par l'État, il ne se lève que par l'État, il ne s'assoit que par l'État. S'il n'en a pas reçu l'ordre, il ne pourra pas le faire. Si on ne lui crée pas le cadre d'un minimum de liberté, il ne l'aura pas. Donc son soin, ça dépend de l'État. Si on ne l'autorise pas, puisqu'il est dans un lieu où, a priori, il n'y a pas les soins qu'il faut, et il faut forcément l'extraire de là pour lui donner les meilleurs soins. Et donc il faut forcément que l'État mette des dispositifs en place pour lui donner les meilleurs soins. Et donc ici, à partir du moment où il est sous la responsabilité de l'État, il n'y a pas besoin de rechercher des preuves ailleurs. Il y a eu des alertes qu'il était malade et qu'il n'avait pas eu des soins. Et puis, après, on a fini par lui donner des soins, mais c'était déjà pratiquement en retard. Et il meurt. La responsabilité de l'État doit être située. Et pour ne pas laisser continuer les doutes, pour ne pas laisser continuer les accusations, il faut forcément diligenter très vite une enquête et les responsabilités seront situées. Auquel cas, c'est le président Patrice Talon lui-même qui est responsable. Et nous le disons sans embâche. C'est le président de la République qui est chef de l'État. Et c'est l'État qui a la responsabilité de protéger chaque citoyen, où qu'il soit
qu'ils soient en prison ou qu'ils soient libres. Et il y a une défaillance en matière de protection ici. Et nous avons assisté à un décès en prison dans des circonstances que nous pourrons décrire. Et nous disons que la responsabilité, que ce soit administrative du chef de l'État, est mise en œuvre, et la responsabilité politique du chef de l'État aussi, parce que politiquement, le chef de l'État avait promis qu'il allait procéder à la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Et au rang de ces prisonniers politiques, nous croyons qu'il y avait bien sûr Rachid, parce que nous avons compté parmi les prisonniers politiques et ils devraient donc bénéficier de cette libération comme cela se fait. Et donc, pourquoi la libération des prisonniers politiques tarde si tant? Ces étudiants qui devraient commencer la rentrée, pourquoi ça tarde si tant? Pourquoi a-t-on maintenu cet étudiant dans de telles circonstances jusqu'à ce qu'il meure, alors qu'on aurait pu accélérer sa libération profitant de sa maladie? Pourquoi vous voyez Patrice Talon partout? Vous le tenez responsable pour tout, alors que l'État, quand même, c'est des démembrements. Est-ce que l'établissement pénitentiaire, là où était gardé Feu Radji, désormais, est-ce que l'établissement a joué son rôle? Est-ce que ce n'est pas des questions que vous êtes en droit de vous poser au lieu d'appeler directement le nom du président de la République? Oui, j'ai fait l'effort de ne pas appeler le nom. Je peux vous assurer que j'ai fait l'effort de ne pas appeler le nom du président de la République. Mais je l'ai vu partout, en fait. C'est moi qui essaie de ne pas le voir, mais je le vois partout parce que... c'est l'opposant qui parle. Non, ce n'est pas l'opposant, c'est bien sûr... C'est le juriste? Oui, c'est bien sûr le juriste. Parce que, vous savez, les responsabilités des acteurs, des membres de l'administration seront facilement relevées si ils ne sont pas aussi facilement relevés de leurs fonctions. Nous savons, dans les administrations pénitentiaires, nous savons combien de fois il y a eu des limogeages. Des limogeages, et on en compte pratiquement par an, pratiquement. Et donc, ça veut dire que le chef de l'État a ses yeux sur les établissements pénitentiaires. Ce qui fait que sa responsabilité est directe. J'ai fait l'effort de ne pas l'appeler, mais j'ai compris que les personnes qui sont là sont régulièrement limogées. Donc, il suit ça de près. Et tout ce qui se passe vient donc de sa responsabilité personnelle. Peut-être qu'il y a le ministre garde des Sceaux, il y a quand même il y a des démembrements quand même. Il y a des autorités à divers niveaux. Ce n'est pas que le chef de l'État. La responsabilité est tout au moins présumée pour le chef de l'État. C'est constitutionnellement présumé. Voilà. Absolument, puisqu'il est celui-là qui incarne l'État et il est celui-là qui a la responsabilité de protéger. La Constitution lui en donne l'obligation de protéger les droits de l'homme. D'accord. Vous parlez d'enquête pour situer les responsabilités. On sait, à notre corps défendant, on sait que c'est triste. Cela ne ramènera pas M. Radji, nous le disons en nous inclinant devant sa mémoire, parce que c'est un être humain qui est parti. Mais pour la suite, M. Roussard, qu'est-ce qu'il faut proposer pour que ceux-là qui sont en détention, pour que voilà, leur santé soit prise en compte aussi rapidement dès qu'il y a un petit pépin? Je suis au regret de vous dire que je n'ai pas d'espoir au regard de ce pouvoir qui est devant nous et qui ne donne aucune chance aux opposants, notamment, et aux personnes faibles et aux personnes vulnérables. Nous n'avons pas d'attention, le peuple n'est pas écouté, et il serait pratiquement inutile de m'adresser à ce pouvoir lui demandant quelques faveurs pour le compte des personnes faibles, vulnérables, en situation difficile, en situation de prison et autres. Ce que j'ai à faire, c'est de continuer de demander au peuple de se mobiliser pour obtenir de ce pouvoir le respect des droits, pour exiger l'arrêt de ce système dictatorial qui a été mis en place exprès pour nous empêcher d'exister, pour nous empêcher de nous exprimer. Est-ce que vous n'y allez pas si fort? Se mobiliser, arrêter un système dictatorial, qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais évidemment, vous savez, je suis un acteur politique et nous n'existons que parce qu'il y a cette dictature et que nous devons combattre forcément. Par le passé, nos aînés l'ont combattu et ils ont eu gain de cause. Quels sont les éléments qui vous amènent à dire qu'il y a une dictature au Bénin? Vous avez bien commencé, on a un prisonnier qui est mort en prison. C'est dans les périodes dictatoriales qu'on vit ce genre de choses. Un prisonnier politique qui déteste dans de telles conditions, c'est bien
les indices de la dictature. En démocratie, les prisonniers ne décèdent pas en prison. Les prisonniers peuvent décéder en prison, mais pas dans ces conditions. Partout, tout le monde nous sommes tous des êtres mortels. Et on ne peut imaginer quand est-ce que la mort nous surprend. La mort peut vous surprendre en prison. Mais dans quelles conditions? C'est la condition qui permet de savoir si si ce n'est pas le fait de l'État ou si c'est pas si c'est naturel. Voilà. Ici, il y a une question de responsabilité qu'il faut situer. La mobilisation dont vous parlez, comment ça va se faire? Ne vous inquiétez pas quant à la mobilisation, nous le faisons déjà. Nous sommes en train de nous mobiliser. Nous sommes en train d'appeler toutes les couches de la jeunesse à s'adresser au président de la République, à s'organiser de toutes les façons. Nous sommes une organisation basée sur le respect des droits, notamment sur l'action pacifique. Et nous avons foi qu'en nous organisant intelligemment, de façon persévérante, nous finirons par imposer la fin de la dictature au président Patrice Talon. Il n'aura pas le choix que d'abandonner cette dictature et laisser place à la démocratie que nous avons mis au temps et que nous vivions avant qu'il ne vienne. On parle de dictature, je ne sais pas véritablement à quoi vous faites référence. On sait qu'en démocratie, il y a des élections qui sont organisées, il y a l'alternance, il y a beaucoup de choses, des éléments qui existent dans notre pays. Qu'est-ce qui vous fait dire le contraire, M. Moussa? Vous avez vu des élections au Bénin? Il n'y en a pas eu, selon vous? Non, moi, j'ai vu des violences. J'ai vu des périodes de forte violence, j'ai vu des périodes de forte manipulation. En 2016, il y a eu des élections dans notre pays, M. Moussa? Est-ce qu'il y en a eu en 2016? En 2016, il y a une élection acceptable. En 2019, il y en a eu? En 2019, il n'y a pas eu d'élection. Et les législatives, vous les mettez dans quel cadre? Non, il y a eu des nominations. Donc vous ne pouvez pas dire ça, M. Moussa? Non, il y a eu des nominations. Les Béninois sont allés voter ou pas, M. Moussa? Ils ont voté où? Vous n'avez pas vu? Vous n'étiez pas dans le pays? Vous les avez vus à Tchaourou voter? Ou bien vous les avez vus Vous n'allez pas prendre les circonscriptions qui vous arrangent. Est-ce que les Béninois ont voté en 2019? Moi, j'ai vu à Kadiam en 2019, une dame a été tuée. C'est ce que j'ai vu, je n'ai pas vu une élection. Vous n'avez pas vu les Béninois en file sur les médias aller procéder au vote? J'ai vu une dame à Moussou qui a reçu une balle à Kadiam. Oui. Voilà. Elle n'a pas pu choisir quelqu'un. Ça veut dire que vous voulez voir ce qui vous arrange? Non, je ne vois pas ce qui m'arrange, je vois ce qui est. Ce qui est, c'est qu'en 2019, j'ai vu une foule dehors à Kadiam qui a tenté d'aller même en direction de la présidence pour réclamer une élection. Cette foule réclamait une élection. S'il y avait eu d'élection, cette foule n'allait pas réclamer. Et ce qu'il y a eu en 2023, en janvier 2023, si mes souvenirs sont bons, c'était quoi? Oui, vous avez donc laissé 2019, il n'y a pas eu d'élection. 2021 également, on n'en a pas eu d'élection, on a eu des nominations. Non, on allait y revenir, je parle de 2023 pour demander. Oui, c'est pour vous dire que au moins nous allons convenir de ce que ces deux semblants de manipulation ne sont pas des élections. Non, revenons en 2019, M. Moussa, parce que les Béninois nous suivent. Oui. Ils nous suivent, ils sont très nombreux à apporter un intérêt à cette émission. En 2019, il y a eu des élections législatives. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait? Non. En 2019, il y a eu des nominations pour le Parlement. Comment parlez-vous de nomination quand les Béninois ont été appelés aux urnes et ils ont été votés? Comment vous, juristes, vous qualifiez cela de nomination? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Vous savez, ce n'est pas moi qui ai qualifié ça de nomination, c'est le président Patrice Talon qui, à la veille des élections, lui-même a dit qu'on ne peut pas faire des élections dans de telles circonstances. Les audios sont là, les éléments sont encore là. Mais s'il y a eu élection par la suite? Lui-même, il a dit qu'on ne peut pas faire des élections dans de telles circonstances où l'opposition n'est pas représentée et c'est seulement ces partis qu'il vient de créer qui allaient participer à un semblant de jeu politique entre eux. Il a dit ça. Est-ce qu'il y a eu des élections, M. Moussa? Non, je dis le président Patrice Talon a dit qu'il ne peut pas avoir des élections comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des élections. Non, ce qui a eu, c'est quoi? Il a dit qu'il ne peut pas avoir des élections dans de telles circonstances. Évoluons, M. Moussa. Ce qu'il y a eu par la suite, on peut appeler ça comment? Nomination. Non. C'est des nominations, c'est simple. Non, M. Moussa, nous sommes sur une émission très sérieuse. Il y a eu des élections, il y a eu des résultats qui ont été proclamés par la suite. Vous savez, les nominations aussi, ils peuvent avoir des résultats à la suite des nominations. Donc, c'est des nominations. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des résultats que ce n'est pas des nominations. Mais les Béninois ont été votés. Une élection, c'est qu'il y a au moins deux camps qui s'opposent
Ici, il y a des amis qui se sont regroupés et qui se sont partagés le poste. Le nombre de postes qui étaient là, c'est fini. C'est tout. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Et c'est des partis créés il y a quelques jours seulement. Les partis qui existaient, tous ont été éliminés. Tous les partis qui existaient au Bénin avant que Patrice Talon ne prenne le pouvoir ont été sortis du jeu. Il y a eu l'initiative de la réforme du système partisan. Tous les partis avaient été conviés pour ces assises-là, vous vous en souvenez? Oui, le jeu politique là. C'est des jeux politiques. Moi, je ne sais pas si c'est un jeu politique. C'est des jeux politiques qui ont conduit à l'exclusion à toute la classe politique qui existait avant l'arrivée de Patrice Talon, qui met en place maintenant de nouveaux partis, et ce sont ces partis uniquement qui ont été vous voulez autorisés. dire que tous les partis politiques qui existaient, tous les acteurs majeurs sont aussi moins intelligents que Patrice Talon qui a tout fait? Moi, je poserais plutôt la question, pensez-vous que tous les acteurs politiques, tous les partis politiques qui existaient sont tellement incapables qu'il n'y a que les deux partis de Patrice Talon qui puissent réussir à réunir des conditions normales pour participer à une élection? Si les conditions étaient normales, vous pensez que tous les partis politiques, environ plus de 200 qui existaient avant l'avènement de Patrice Talon, tous ces partis politiques sont incapables de remplir des conditions données. Et c'est seulement deux partis de Patrice Talon qui ont l'intelligence, la capacité de remplir les conditions là. Si ces conditions étaient des conditions normales, est-ce que ça aurait pu être comme ça? Je crois que vous connaissez la réponse. Je ne la connais pas. Allons à 2021. Il y a eu une élection présidentielle en 2021. Vous étiez là? Vous étiez dans le pays? Absolument. D'accord. Comment avez-vous analysé cela? Vous savez, en 2021, nous avons vécu 2019 bis. Seulement ici, ça s'est appliqué au niveau de la présidentielle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous le fait dire? Donc, vous savez, là encore en 2021, Patrice Talon a encore fait des déclarations. Il a même dit que le Parti des démocrates allait participer aux élections. Il a affirmé devant tout le monde, un peu comme pour dire à tout le monde que c'est lui qui décide de ceux qui vont participer aux élections. À l'époque, j'avais fait savoir que c'est des déclarations très graves pour le président de la République qui n'est pas la Sénat et qui n'est pas la Cour constitutionnelle, mais qui, lui, en campagne, en préparation de sa candidature, annonce que cette fois-ci, le Parti des démocrates allait participer aux élections. Je me suis dit, depuis ce moment, les membres de la Sénat devraient démissionner pour faire savoir qu'en réalité, ce n'est pas lui qui décide de qui participe ou non aux élections. Les Béninois étaient aux urnes en 2021, M. Ronsard. Oui, vous pensez que des Béninois étaient aux urnes? Moi, je n'ai pas vu des Béninois aux urnes en 2021. J'ai vu des acteurs appelés à ce que les droits des citoyens soient respectés, que des candidats puissent participer aux élections et que le système mis en place qu'on avait appelé parrainage ne permettait pas à tous les partis d'exister. Et tout le monde avait reconnu ça, y compris le président Patrice Talon. Mais par contre, une illusion avait été mise sur place en disant ouais, les règles ne vous permettent pas de participer aux élections, mais acceptez, nous allons vous donner quelques places à l'intérieur du système. Nous avons tous les parrainages, nous avons tout, mais vous, comme vous êtes des opposants, nous allons vous aider à être candidat. Alors, ça ne répond à rien. Ça, ce n'est pas une élection. Une élection ne se passe pas comme ça. Une élection, chacun est libre de candidater. Et ça se fait en une confrontation. Et les règles et les principes qui organisent une élection sont connus de tous. La transparence. En 2023. La liberté. Les législatives de 2023, le 8 janvier, si j'ai bon souvenir. Comment qualifiez-vous cela? Alors, on peut dire que ici, l'illusion a été bien réussie. L'illusion électorale a été bien réussie en 2023. Ouais, l'opposition est allée, l'opposition est représentée, donc vous êtes satisfait? L'illusion a été réussie. Là, malheureusement, vous voulez reconnaître qu'il y a eu élection maintenant? Il y a eu une tentative d'élection. Il y a une tentative d'élection. L'opposition est allée aux élections, c'est cela? L'élection, ce n'est pas seulement l'organisation, c'est aussi la fiabilité des résultats. Et si il est vrai qu'en 2023, des Béninois qui ont témoigné de ce que depuis plus de 7 ans ils avaient pu voter, ont pu aller aux urnes pour faire le choix entre opposition et représentée par le Parti des démocrates notamment et le pouvoir.
Par contre, les résultats vont créer une grosse illusion. Ces résultats vont créer une grosse illusion et c'est à ce niveau que nous avons encore d'efforts à faire pour avoir de vraies élections. Nous n'avons pas encore de vraies élections. Mais pour les législatives de 2023, vous savez que ce n'était pas du tout gagné d'avance. Il a fallu pour le parti Les Démocrates de passer l'étape de la Cour constitutionnelle, justement, avant d'être réintroduit dans le circuit pour participer aux élections. Tout ça, ce sont des illusions fabriquées, manipulations. Malheureusement, nos institutions... Est-ce que vous en avez les preuves? Vous savez, oui. Les preuves sont visibles et remarquables, vous savez. Mais moi, je ne les vois pas. Non, c'est simple. C'est simple. Vous avez suivi les questions liées au quitus fiscal, à la constitution des dossiers. Il n'y a rien d'imprévisible qui soit là. Et les conséquences, les blocages que tout ceci peut constituer, tout ça est connu de tous. Mais à la fin, qu'on utilise ça comme des faits, des faits surprises ou bien, je ne sais pas, des cas de force majeure pour agir, c'est ce qui ressemble un peu à la manipulation. Parce que quand l'administration fiscale retarde et empêche certains opposants de pouvoir candidater, et qu'à la fin, c'est la Cour constitutionnelle qui sort comme un sauvetage alors qu'on a déjà réussi à sortir les éléments essentiels qui pourraient être gênants dans la liste, cela ressemble juste à une manipulation. C'est simple. Et si on était resté là, on pourrait dire que ça va. Et, les résultats que nous avons pu, toute la population, la mobilisation sur le terrain, ceux qui ont voté eux-mêmes, les résultats dans les différentes communes telles qu'on les a vus sur les PV, arriver à la Cour constitutionnelle a proclamé la caducité des procès-verbaux. Les procès-verbaux, je ne sais pas le mot là, franchement j'ai perdu le sens du droit quand la Cour constitutionnelle utilise ces mots pour se mettre au service de la politique. C'est dommage. Monsieur Roussa, vous êtes notre invité, vous êtes juriste, je le rappelle, par ailleurs. Alors, il y a la situation de monsieur Thibault Ogou, qui, après 8 mois d'incarcération, est sorti. Êtes-vous heureux? Non, pas heureux. Je suis content pour lui. Content, non pas parce qu'il est sorti, mais parce qu'il est sorti avec ses convictions. Alors, il est sorti toujours avec ses convictions parce que, vous savez, la prison, c'est des moments très difficiles. C'est des moments très difficiles et nous compatissons, nous disons nos soutiens et tous nos affections à M. Thibault Ogou, qui a résisté, qui a tenu dur et qui garde inaltérable ses convictions politiques qu'il a d'ailleurs réaffirmées lors de sa sortie. Vous l'avez suivi un peu. Qu'est-ce que vous pensez de son discours, de ce qu'il a dit? Est-ce qu'il est dans une posture de pacifiste ou bien il est toujours dans une posture de va-t-en-guerre? On va mettre ça en griffe. Vous savez, le terrain politique, c'est un terrain de discours. Et le discours politique, il y a une certaine liberté dans le discours politique. Et il est inutile de traiter quelqu'un de va-t-en-guerre. C'est discours comme discours. Puisque je ne l'ai pas vu fusil à la main, puisque je ne l'ai pas vu en train de détruire quelque chose, j'attends qu'on m'apporte les preuves que M. Thibault Ogou a posé quelques actes de violence que ce soit. Et donc, je ne peux pas le traiter de va-t-en-guerre. Et je ne peux pas dire que je souhaite qu'il révise sa position parce qu'il n'avait pas hier une position violente que je sache. Par contre, on défend avec puissance la conviction que l'on a. Et c'est un homme qui défend avec force sa conviction. Et c'est ce qu'il faut attendre d'un acteur politique. Défendre avec force, avec certitude, mais avec engagement, fidélité, sans
sa conviction et sa patrie. Je pense que ce que nous avons eu droit de la part de Thibaut Ogou, il a notre soutien et nous, pourquoi pas, nous allons pouvoir travailler ensemble. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Nous appelons à une convergence d'action au collectif Population Pacifique. Ce qui nous caractérise, c'est que nous pensons qu'aucun acteur politique seul ne pourra atteindre l'objectif visé. Aucun parti politique, qu'il s'appelle Parti des démocrates, ne peut seul arriver au bout de ce qui est là. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons aller au bout. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons réussir à imposer la dictature à Patrice Talon, à imposer, la démocratie à Patrice Talon et mettre fin définitivement à la dictature. Que le président Patrice Talon comprenne que le Bénin a fait le choix en 90 de la liberté, de la démocratie, et que ce choix n'est pas négociable aujourd'hui comme demain. Monsieur Lazare Rounsart, nous sommes en train progressivement de descendre de cette émission. Dans quelques minutes, on va finir. 2026, on ne peut pas faire cette émission sans en parler. Bien évidemment, vous êtes membre du collectif Action Pacifique. Quand vous regardez sur l'échiquier politique national, même de l'extérieur, on sait quand même qu'il y a des mouvements qui naissent, des projets qui veulent soutenir la candidature de tel ou tel. Vous le disiez tantôt, qu'il y a quand même une unicité d'action, que seul, quel que soit ce qu'on est, quel que soit le nom qu'on a, on ne peut pas le faire. Alors, au niveau de votre mouvement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut fédérer toutes les énergies? Parce que les mouvements naissent de plus en plus, chacun pense ci ou ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Alors, il est très important pour moi de repréciser qu'aucune candidature ne peut prospérer tant que la dictature n'est pas extirpée. Que le président Patrice Talon n'a pas une posture qui facilite la candidature. Je voudrais vous rappeler qu'en 2021, tous ceux qui ont été sérieusement de véritables candidats de l'opposition sont encore à prison jusqu'au moment où je vous parle. Qu'est-ce que vous appelez véritables candidats de l'opposition, M. Rounsart? Vous l'avez vu sur leur capacité de mobilisation sur le terrain. Vous l'avez vu par leur discours. Vous les avez vus par leur détermination. La belle preuve, ils ont refusé toute négociation. Ils sont en prison jusqu'à là où je vous parle. Les autres opposants n'ont pas été des opposants véritables? C'est vous qui les appelez opposants. Ou c'est eux-mêmes qui se font appeler opposants. Les opposants, c'est le peuple qui désigne. C'est le peuple qui porte l'opposition. Et ce que le peuple a porté en 2021, nous avons vu, ce sont ceux-là qui sont en prison. Ben, je ne veux pas parler de ceux qui ont été nommés opposants. Alors, je parle des vrais opposants, de ces opposants ils sont tous en prison. Ce qui veut dire que pour l'opposition au Bénin, candidater à une élection présidentielle, c'est un acte criminel. C'est-à-dire que l'opposition face à Patrice Talon, la candidature d'un opposant véritable est un acte criminel. Si tu es candidat, c'est que tu es un criminel. Et puisque nous n'avons pas envie de nous positionner comme un criminel, nous avons dit qu'il faut décriminaliser la candidature avant que nous ne puissions parler encore d'élection de candidature avec quelque opposant que ce soit. Un opposant qui est sincère avec lui-même ne peut pas aujourd'hui, sans avoir réglé le problème de la liberté, nous parler de candidature, puisque à l'instant où nous sommes, la candidature à une élection présidentielle est jugée comme tel acte criminel par le pouvoir. Monsieur Rounsart, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Le cas sénégalais doit pouvoir vous inspirer. On sait que contre vents et marées, Ousmane Sonko, il a vécu les mêmes choses que vous êtes en train de décrire. Il a vécu la prison, il a vécu les brimades, il a vécu des violences, mais pour autant, il n'a pas abdiqué. Il était en détention quand il a proposé quand même un autre de ses compagnons d'armes pour être président. Est-ce que le problème n'est pas à votre niveau vous-même, au lieu de toujours indexer le chef de l'État, au lieu de toujours parler de son système? Est-ce que la réorganisation ne doit pas venir de vous, partant de l'exemple sénégalais? Alors, il faut noter deux choses qui sont très importantes quand on veut comparer le Bénin et le Sénégal. D'abord, le Sénégal a évité de peu son 2019. Vous savez, les dernières élections au Sénégal peut être comparées à la tentative de main basse sur toutes les institutions que le président Patrice Talon, lui, a réussi en 2019. Donc,
On ne peut pas comparer. Nous avons échoué à empêcher Patrice Talon à mettre main basse sur toutes les institutions. Le Sénégal a réussi à empêcher Macky Sall de pouvoir le faire. Si vous avez échoué, c'est à votre niveau. Les deux cas ne sont pas comparables. Mais je parle de la stratégie. C'est vous qui avez échoué. Je veux l'expliquer ici d'abord. Deuxièmement, quant à la logique de la stratégie où il faut désigner des gens, le système est déjà verrouillé. Et il faut dire qu'au Sénégal, avant même la candidature, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord déverrouillé le système. Vous allez voir que à la dernière minute, il y a eu déstabilisation à l'Assemblée nationale, déstabilisation à la Cour constitutionnelle et toutes les institutions étaient déjà affaiblies, y compris l'institution présidentielle. L'institution présidentielle était affaiblie, le Parlement était affaibli, la Cour constitutionnelle était affaiblie et c'est ça qui a favorisé la candidature de Faye. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous en sommes très loin. Nous n'avons aucune institution. C'est pour ça que nous disions, travaillons plutôt à ce que la vérité institutionnelle apparaisse au bout du jour. Et en ce moment, les candidats peuvent se manifester. Oui, il y a eu le Conseil constitutionnel au Sénégal qui a cassé le décret de Macky Sall qui reportait l'élection présidentielle et qui lui a demandé d'organiser les élections avant le 2 avril. C'est ce que j'ai appelé l'affaiblissement des institutions parce qu'ils se sont auto-affaiblis. Affaiblissement ou indépendance, séparation de pouvoir? Non, ce n'est pas véritablement séparation, c'est plutôt un jeu qui n'a pas réussi, c'est tout. Et donc, en tout cas, l'opposition a été stratège sur tous les points et ça a permis une sorte de déstabilisation. C'est ce qui vous manque peut-être ici, la stratégie? Oui, la stratégie, ça manque. Ça manque. Les gens croient que c'est la force, mais c'est la stratégie qu'il faut. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître que Patrice Talon, même si je ne crois pas que ça soit... il s'entoure des personnes qu'il faut en matière de stratégie. Et parfois, il envoie ses opposants à gauche et puis il est à droite. Et les opposants sont joyeux à gauche et à la dernière minute, ils le retrouvent à droite. C'est malheureux. Et pourtant, les signes, les indices existent qui peuvent permettre quand même à l'opposition de comprendre et de voir que c'est des voies d'illusion que le pouvoir crée et pour nous désorienter. Il faut que nous soyons unis et que nous unissons nos intelligences pour faire en sorte de ne plus nous laisser aller donc à ces illusions que le président Patrice Talon met en œuvre généralement à la veille des élections. Que pensez-vous des suscitations de candidatures qui reviennent un peu plus sur les réseaux? On voit les mobilisations pour tel ou tel candidat. Quel est votre regard là-dessus? Sauf respect, ça ressemble un peu à des gens qui amusent à galerie. Je crois que le code électoral, si ça ne les préoccupe pas, ils ne sont pas sérieux. Voilà. Si ça les préoccupe, alors ils sont sérieux. C'est le code électoral a fait en sorte que nous confirmons et nous disons que l'agenda 2026, c'est l'agenda personnel du président Patrice Talon. Si le code électoral n'est pas modifié, si rien n'est fait au niveau de l'institution Sénat, et si la Cour constitutionnelle ne retrouve pas sa force et son indépendance, sa liberté d'action et ne reviennent pas sur les principes basiques de la justice constitutionnelle, je dis que 2026 est l'agenda personnel de Patrice Talon parce qu'il n'en sera autre que, comme nous l'avons vécu en 2021, le choix et tout ce que vous avez pu voir. C'est vous qui le dites. Alors, on a suivi ce jeudi, la vidéo est devenue virale sur les réseaux. La déclaration, justement, au cours d'une sortie publique, le président de la transition au Burkina Faso a fait un discours quand même assez cinglant, assez fort, où il indexait ses voisins dans ce qui leur arrive. Il a parlé notamment de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Comment analysez-vous un tel discours? Alors, ce discours, il faut l'inscrire dans un jeu, je peux dire, de combat entre États. Vous savez, au plan international, aujourd'hui, il y a un grand enjeu à l'international. Et
le Bénin et le Burkina Faso ne sont pas dans la même dynamique au plan international. Il y a le bloc désormais que je pourrais appeler la Russie avec ses alliés et l'Occident de l'autre côté. Le Bénin semble être accroché au bloc occidental. Nous sommes aujourd'hui dans une situation au plan international où le combat est âpre. Et ceux qui veulent reconquérir l'Afrique et ceux qui veulent garder leur parcelle de pouvoir, et au milieu de tout ça, les Africains qui ont le fort désir de, eux aussi, retrouver leur véritable indépendance. Dans ce mélange, il y a une sorte de confusion qui s'installe. Et il est utile pour nous de ne pas faire semblant de le savoir. Néanmoins, s'il y a des bases militaires au Bénin, nous demandons au président Patrice Talon de nous en débarrasser, puisque nous ne savons pas à quoi ça sert ces bases. Mais cette question a été évacuée depuis. La question est revenue. Donc, il ne me revient pas de rejeter la déclaration du président burkinabé et il ne me revient pas de rejeter les déclarations du gouvernement béninois. Ce qui est parce que le porte-parole a répondu justement. Le gouvernement béninois n'a rien fait pour me donner confiance. C'est-à-dire depuis 7 ans, les engagements du président de la République ne sont souvent pas respectés. Et nous avons eu droit, à un moment donné, on s'est demandé s'il a la parole. S'il a de la parole, parce qu'il a promis plusieurs fois, les opposants vont participer, il a promis beaucoup de choses. Lui-même, il a dit qu'il ferait un seul mandat, il en est à 2 mandats. Et sa parole aujourd'hui, il y a une crise disons, de crédibilité de sa parole. Il y a une sorte de crise de la parole présidentielle. On va finir. Monsieur Rounsah, vous êtes membre du collectif Action Pacifique. Qui vous finance ? Alors, vous recherchez des financements pour nous. Si vous voulez rechercher des financements pour nous, nous vous demandons, vous pouvez aller à la recherche des financements pour nous. Pour l'instant, la question qui nous préoccupe, ce n'est pas la recherche de financement. Nous sommes des citoyens patriotes. Est-ce que vous pouvez dire devant les caméras que personne ne vous finance aujourd'hui? Alors, l'essentiel pour nous, c'est de ce n'est pas d'avoir de financement, mais l'essentiel pour nous, c'est de travailler selon notre conviction, défendre notre patrie. Travailler pour la République, il y a forcément des sacrifices à faire. Est-ce qu'il y a des mains invisibles à l'extérieur qui vous envoient des financements? Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Voilà. Si je veux bien être manipulé, je préfère être manipulé par ma conviction. Et c'est ce que me dit ma conviction que je fais. Et je n'ai pas besoin d'avoir un contact à l'extérieur quelque part. Et c'est ce que j'essaie au niveau du collectif populaire Action Pacifique. Ça fait partie de ce que nous partageons comme valeur. Ne pas attendre que quelqu'un vienne nous dire ce que nous allons faire, mais travailler à trouver une solution pour notre pays. Parce que nous pensons que ce qui se passe au pays est grave. Et au-delà même, le président Patrice Talon a intérêt que ça ne se poursuive pas comme ça. Et c'est d'ailleurs pour tout ça que nous nous organisons et nous disons autant ceux qui se sentent opprimés, autant ceux qui étaient puissants et ont été rejetés veulent trouver une solution. Aujourd'hui, il y a un danger qui guette tout le monde. Tant que le président Patrice Talon est là, les autres seront opprimés. Et si rien n'est fait et que Patrice Talon aussi quitte dans des conditions bizarres, c'est que lui aussi sera demain l'opprimé. Face à tout cela, l'État doit exister. Et les citoyens doivent primer. Le développement doit prendre le dessus sur toutes les questions de vengeance personnelle, sur les questions de violence des intérêts personnels. Et pour que l'État existe, pour que l'intérêt du peuple soit conservé, il faut forcément des gens qui défendent les valeurs, les convictions pour faire en sorte que nous ne quittons pas une vengeance pour une vengeance, mais que nous puissions rechercher la paix, que nous voulons chercher la liberté, la démocratie pour le peuple. Et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous, monsieur Lazare Rounsah. Vous êtes juriste, acteur politique, membre du collectif Action Pacifique. C'est bien cela? Bien sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ces minutes d'échange sur l'émission Prime Politique. Je voudrais à mon tour remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont connectés. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de nous suivre, bien évidemment,
en continu. Merci aussi à toutes les équipes techniques et en régie et surtout de réalisation autour de ce programme. Au revoir et à bientôt.